Alors, vous êtes toujours sur Radio Axe Sud 105.1 pour la suite des Vendredis de l'étrange sur le thème des châteaux hantés et particulièrement celui du château Bon Repos Riquet où nous sommes toujours en compagnie de monsieur Philippe Sey qui est maire de Bon Repos Riquet, du professeur Yves Lignon. Et maintenant, nous allons donner la parole à notre panel d'invités et d'amis qui sont, je suis sûr, impatients d'intervenir sur, d'une part, peut-être les apparitions de Dorothée à nouveau, mais sur d'autres sujets, sur des phénomènes paranormaux. Et donc, je souhaiterais en premier, on a commencé par elle, et je souhaiterais en premier vous donner la parole, le micro, Stéphanie, parce que je rappelle, bien sûr, que vous êtes directrice de maison d'édition à Toulouse, que vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment le livre des Dames Blanches, et bien d'autres ouvrages, mais pas uniquement sur les phénomènes paranormaux. Je me souviens d'un très bel ouvrage sur les femmes, quelque chose de vraiment fantastique et de passionnant. Voilà, et le titre est « Femmes », tout simplement. Alors, je sais que vous avez une sensibilité médiumnique. Et j'aimerais d'ailleurs, il vous est arrivé une histoire extraordinaire, Stéphanie, à Toulouse, en vous rendant, je crois, à l'Hôtel Dieu ou à la Grave, je me souviens plus. Oui, voilà. Pour un salon du livre. Vous allez nous la raconter, puis après vous nous donnerez un petit peu votre ressenti sur ce lieu, et peut-être quelques questions, monsieur le maire, ou au professeur Yves Lignon. Alors, on avait, à l'époque, le salon du livre se déroulait à l'Hôtel Dieu, et on devait y aller la veille pour préparer les stands, donc apporter les livres. On nous avait fait passer un petit peu par les coulisses. Et là, enfin, le couloir était voûté, c'était vraiment en souterrain. Et j'ai vu, alors je ne m'attendais pas du tout, parce que moi je ne suis pas toulousaine, donc je ne connais pas l'endroit, je ne sais pas. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, je venais pour travailler. Et en fait, j'ai vu vraiment des lépreux entassés les uns contre les autres, là, contre les parois. Et ça puait la mort. Enfin, ça puait, mais vraiment, ça sentait, enfin, vraiment, ça puait. Et je précise que c'était dans l'après-midi. Oui, c'est ça. C'était voilà. Il était quoi, 15h, 16h? Oui. On ne peut pas vous accuser d'avoir rêvé ou vous n'étiez pas... J'étais au travail, donc... donc non, mais c'était bon de le préciser quand même. Et donc c'était vraiment, il y avait cette odeur pestilentielle de personnes en décomposition en fait, qui sont plus là quasiment. Et moi en fait, ça m'a glacé le sang. Et donc j'avais 3 jours à faire dans cet endroit à l'étage pour assurer le salon quand même. Et je me suis amusée à prendre des photos pendant le salon. Après, quand les visiteurs sont arrivés, donc du coup ça allait un petit peu mieux. Ça avait gommé un petit peu toute la mémoire des murs en fait de l'endroit. Et quand on a regardé les photos au travail la semaine d'après pour faire un compte rendu au patron, en fait on voyait des orbes. Alors il faut faire la différence entre les grains de poussière et c'est les orbes. Mais il y avait qui sont des points lumineux. Voilà. Donc après, et qu'on le voit surtout sur des appareils numériques, non? Exactement. Particulièrement. Exactement. Et puis en fait, après, je me suis quand même documentée sur l'endroit, parce que je vous dis, moi, je venais d'arriver à Toulouse, je ne savais pas ce que c'était. Et puis, effectivement, ça avait été un endroit qui avait accueilli les lépreux. Voilà, donc c'était une des expériences... Intéressant, Yves. Oui, je ne vais pas dire non. Non. Quelqu'un qui fait de la parapsychologie scientifique, il commencera par se demander si Stéphanie n'a pas pu avoir une réminiscence d'une information. C'est-à-dire que quand on lui a annoncé qu'elle participait au Salon du Livre à l'Hôtel Dieu, il se peut que quelqu'un ait dit « Ah oui, là où il y avait les lépreux », et que cette information se soit enregistrée dans la mémoire et soit ressortie après, sans qu'on s'en rende compte. Quelqu'un me l'a dit, mais j'ai oublié que quelqu'un me l'avait dit. Ça, c'est une première possibilité. La seconde possibilité, c'est effectivement la mémoire des murs. Les murs ont vu passer des lépreux et les murs s'en souviennent. Bon, voilà 2 hypothèses. Mais il faut commencer... Et donc les murs émettent une projection, alors? Non, avant de... Oui, je sais, on parle des constats scientifiques. Il y a bien 2 hypothèses sur le papier, mais avant de s'intéresser à la deuxième, il faut d'abord
pouvoir éliminer la première. Il faut d'abord pouvoir rejeter la première. Alors il faudrait faire toute une enquête sur les personnes que Stéphanie a rencontrées les jours précédents, les gens qui travaillaient avec elle, savoir si quelqu'un avait entendu parler de lépreux, si quelqu'un en parlait. Bon, c'est infaisable. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a deux hypothèses. Une qui est banale et l'autre qui fait appel au paranormal. Et que, je vais me répéter, puisque je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut toujours commencer par étudier l'hypothèse banale. Et c'est uniquement quand elle est rejetée qu'on peut s'intéresser à l'hypothèse paranormale. Et justement, je vous coupe, Yves, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser au paranormal, Stéphanie? Parce que vous avez écrit quelques livres très intéressants sur ces phénomènes, et notamment le livre des Dames Blanches, qui rappelle bien sûr les apparitions de fantômes. Une Dame Blanche, c'est une apparition de fantôme. Oui, c'est un fantôme. C'est un fantôme. En fait, le paranormal, ça a toujours fait partie de ma vie, et j'ai connu Yves. En fait, il a bercé mon enfance avec. Ah oui. Oui, parce qu'on écoutait toutes ces émissions radio avec ma mère. Donc j'étais un petit peu, j'étais bercée aux histoires d'Yves, et j'étais d'autant plus intéressée qu'il avait ce point de vue, ce prisme scientifique. Très belles émissions d'ailleurs. Voilà. On a tous entendu. Voilà. Mais après, depuis gamine, en fait, je fais des expériences. D'accord. Qui sont pas palpables ni tangibles. Et justement, il y a une des apparitions des Dames Blanches qui est apparue en plein jour dans la région, là, pas très loin d'ici, en fin de compte. À Cadalin. Ouais, parce que en général, donc les Dames Blanches, on les aperçoit la nuit. Et on a jusqu'à Cadalin, en fait, on n'avait recensé qu'un seul cas de Dame Blanche diurne, et il y a eu cette fameuse histoire de Cadalin où la personne a pris en photo le panneau de sortie de commune pour l'envoyer à son frère pour le remercier pour le repas et qu'il est rentré chez lui, et son frère qui lui a dit: est-ce que tu as vu ce que tu as pris sur la photo? Et il n'avait pas fait attention, il a regardé, il y avait une espèce de forme vaporeuse. De là à dire que c'est une Dame Blanche, c'est super compliqué, sachant qu'en plus que l'endroit est connu par les habitants qui sont là depuis très longtemps, qui témoignent d'une apparition mariale, en fait. Donc en fait, il s'est passé quelque chose, surtout qu'en plus sur les arbres qu'il y a juste à côté de la forme, il y a des espèces de pareidolie. Donc voilà, c'est encore un cas particulier. Un cas particulier, effectivement. Juste pour terminer, là, votre ressenti sur ce lieu? Chargé, surtout la pièce à côté. Ah. Ouais. Voulez-vous qu'on déplace l'émission dans la pièce à côté? Peut-être qu'il risque de se passer... voilà. Je vais amener la caméra tout à l'heure dans la pièce d'à côté. On verra bien. Je pense qu'on va vous faire des blagues. Ah, je sais pas. Voilà. Bon, eh bien, on met ça derrière l'oreille, monsieur le maire. Oui, ben c'est un lieu chargé d'histoire, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez une division SS qui a logé ici, et c'est la division qui, en remontant, a fait beaucoup de dégâts à Oradour, etc. Donc, on a des croix gammées sculptées là, sur du bois dans les étages. Il y a des personnes qui ont été torturées au sous-sol du château, donc il y a quand même beaucoup d'histoire. Hein. Oui. Et peut-être quelques cadavres qui ont été enfouis autour de ce château. C'était très bien de le préciser. Bon, vous allez pouvoir intervenir quand vous voulez, Stéphanie. Alors, à l'opposé, je vais céder la parole à Christian Attard. Tiens, à un de vos amis, Yves. Voilà. Ne sois pas trop long. Hein. Ne sois pas très long. Voilà. Eh bien, j'ai exactement le même témoignage que Stéphanie. Mais moi, ça s'est passé à Saint-Jean. En fait... j'avais un rendez-vous d'affaires avec une personne de la mairie de Saint-Jean, et ce rendez-vous avait lieu dans une annexe de la mairie, un bâtiment assez ancien, une espèce de maison de maître que je ne connaissais pas du tout. Et là, dès que je rentre dans la pièce, je ne me sens pas bien du tout. Et il me tarde d'en ressortir, en fait. Et j'ai connu déjà ce genre de malaise à plusieurs endroits, notamment dans un château. J'en discutais avec monsieur le maire. Et là, je tiens le coup, malgré tout, je serre les dents. Et puis, à la fin du rendez-vous, donc, professionnel, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison. Et là, elle me répond, eh bien, c'est connu dans Saint-Jean, ça a été un lieu d'interrogatoire de la Gestapo pendant la guerre. Ah tiens, on rejoint ce que vous disiez.
Alors, pour anticiper la réaction du professeur Lignon à mes côtés, je ne connaissais pas du tout l'endroit. Personne ne m'en avait parlé pour la bonne raison que ce n'est pas un endroit très remarquable. Il aurait fallu que quelqu'un connaisse Saint-Jean et il me parle de cet endroit-là, mais je n'ai pas connaissance de ce fait possible. Voilà. Moi, là, je penserais plutôt à un phénomène de voyance. D'autant plus que dans un château du Lot, alors là, j'étais en visite avec un groupe, dans une pièce en haut du château, je n'ai pas pu rentrer. Mais alors là, pas du tout. C'est-à-dire que le groupe est rentré et moi, j'ai refusé de rentrer. Je ne me sentais pas bien, je transpirais. Il y avait une odeur aussi que je ressentais que les gens ne sentaient pas. Et donc, la visite s'est faite, mon épouse était avec moi. Et quand elle est ressortie, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce? Et elle m'a dit, il y a une personne qui a été emmurée vivante dans cette pièce. Et donc, voilà, je ne sais pas si je l'ai ressenti, mais je n'ai pas pu entrer objectivement dans cette pièce. Moi, c'est une hypothèse que je mettrai sérieusement sur la liste. Toujours sans la mettre en premier, toujours en me demandant s'il n'y a pas des réminiscences d'une autre information, mais l'hypothèse de la voyance. C'est-à-dire, vous arrivez à un endroit, vous avez une information qui arrive dans votre cerveau, certainement, une information sur quelque chose qui s'est passé dans ce lieu. Mais vous n'arrivez pas à formuler, oui, tout à fait. Vous n'arrivez pas à dire « ici, il s'est passé ça ». Par contre, vous avez un ressenti physique. Et ça colle là aussi avec des observations qui ont été faites sur la voyance. Moi, là, je mettrais vraiment l'hypothèse de la voyance sérieusement dans la liste. Okay. Voilà, je rappelle, Christian, que tu as sorti ce livre, Le génie du Racès, Mission Rennes-le-Château. Passionné de Rennes-le-Château, n'est-ce pas, Christian? Ah oui, mais je pense que tous ceux qui vivent dans cette région, et même Rennes-le-Château est maintenant mondialement connu, se passionnent pour Rennes-le-Château. Ce curé au milliard, on veut savoir d'où il a tiré sa fortune. Moi, j'ai une approche très pragmatique, par contre, par rapport à ça. Une énigme. Une énigme. Voilà, on en avait déjà discuté lors d'une précédente émission. On fait un tour de table. Donc, Jean-Claude. Moi, si vous permettez, je vais vous citer deux cas que j'ai vécus, que nous avons vécu avec Christine. Un premier cas qui ressemble un peu au précédent, c'est-à-dire qu'avant, nous habitions Seyss. Pour X raisons, nous avons voulu déménager. Et Christine a été en charge de visiter des maisons. Et elle en a visité beaucoup. Un jour, elle me dit, je trouve une jolie maison, pas très loin d'ici, dans le secteur. Et on visitait cette maison qui nous convenait parfaitement. C'était exactement ce qu'on recherchait. Et en descendant du premier étage, à un moment donné, je m'arrête dans les escaliers, je me tourne vers l'agent et je lui dis, mais il n'y a pas eu un mort ici? Et il lève la tête, il me dit, voyez l'apôtre là, le propriétaire s'est pendu. Et on n'a pas acheté la maison. Ça refroidit, c'est le cas de le dire. Surtout si la poutre est toujours là. Parce qu'on dit qu'elle pourrait resservir. Elle était là. Et une autre chose, une anecdote de spectacle, nous en avons eu plusieurs, mais une qui m'a beaucoup marqué. Nous avons un numéro de télépathie, donc c'est un numéro de spectacle, je précise bien. Et nous faisions ce numéro dont on ne connaît pas les gens, nous sommes sur la scène, il y a du public, je veux dire, on ne les rencontre jamais. Et dans les spectateurs, une dame me donne sa carte d'identité. Et Christine n'est pas le carte d'identité, le nom. Et le prénom inscrit, c'était Adeline. Et Christine me dit Daniel. Alors moi, je lui dis, bon, il y a un petit bug, là, on va essayer de rectifier. Et puis elle me dit Daniel. Et là, la dame, elle se lève, elle me dit, monsieur, je peux dire quelque chose? Puis elle me dit, regarde, demandez aux gens qui sont avec moi. Mon vrai prénom, c'est Daniel, il a été oublié sur la carte d'identité. Et là, vous dites, bravo, on applaudit Christine et on rentre dans les coulisses. Alors là, on rentre complètement dans la télépathie. Parce que bon, vous faites de la télépathie artistique. Artistique, tout à fait. Là, ça peut être de la télépathie, ça peut être aussi de la voyance. On ne sait pas distinguer expérimentalement télépathie et voyance. On a des raisons de penser que les deux existent, mais on sait faire des expériences qu'on qualifie de générales. C'est-à-dire, il y a une cible, il y a une information à avoir, en l'occurrence, le véritable prénom de la dame. Bon, cette information, elle peut être trouvée par Christine, qui va directement la chercher, c'est de la voyance, ou elle peut être envoyée par la dame et reçue par Christine. C'est de la télépathie. On ne sait pas distinguer les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a parlé du véritable prénom, alors qu'elle ne pouvait pas. Oui, mais ce qui est extraordinaire, même à travers un numéro de télépathie
artistique, de music-hall. Parce que bon, la télépathie music-hall, ça existe ou ça n'existe pas? Trucage ou pas trucage? Alors, codage ou pas codage? Je vais reprendre une phrase qui n'est pas du tout de moi. J'en étais sûr. Vous savez garder un secret? Moi aussi. Oui, et puis ce que disait, je crois, Semir et Miroska. Exact. Ouais, si c'est pas truqué, c'est extraordinaire. Si c'est truqué, c'est encore mieux. Totalement. Juste une question à Christian pour revenir. Je sais que tu es cinéaste. Est-ce que le scénario du château Paul Riquet t'intéresserait à monter soit un film ou écrire un roman? Alors, bon, pour le château de Riquet, on en a parlé avec monsieur le maire tout à l'heure. Bon, ce qui me gêne, c'est que je trouve que ça ne rentre pas dans le cadre, justement, des hantises connues. À savoir qu'en général, il y a eu un drame. On l'a vu, des lépreux, la Gestapo. Alors, et la Gestapo, il y a eu plusieurs Gestapo, drames ici même. J'ai fait des recherches sur les maisons occupées par la Gestapo ici. Je n'ai pas trouvé bon repos Riquet, je suis désolé. Hein. Mais bon... En fait, le maire de l'époque, d'ailleurs, ouais. donc, laisse le château à l'armée allemande et va habiter dans les communs qui sont à l'entrée. Bon, alors voilà, la Gestapo, donc par ça, exemple... c'est prouvé parce que c'est 1940. Oui. Mais alors, il faudra le signaler aussi. C'est pas 17e. Il faudra le signaler au site qui recense tous les lieux où la Gestapo, donc bon repos Riquet n'y figure pas. Tout à fait. Voilà. Et je vous dis, vous avez donc une croix gammée, des oui, croix gammées. Et je vous crois. Sculptées sur le... Je vous crois tout à fait. Donc effectivement, voilà, là on a des gens qui ont souffert ici et on peut penser que la hantise peut se produire à partir de ce moment-là. Ce sont souvent des gens qui ont, m'en emmuré dans le château, des gens qui se sont pendus, comme le dit Claude ici. Voilà. Donc il y a toute une mémoire dramatique. Il y a une souffrance dramatique qui s'est passée sur les lieux mêmes. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de Dorothée, puisqu'elle a été guillotinée à Paris, on en a parlé, c'est loin, elle a été enterrée à Paris, et finalement, bon, comme je le disais aussi à monsieur le maire, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment vécu longtemps dans le château, parce que les Riquet avaient aussi une habitation plein centre-ville à Saint-Étienne. Alors ça reste il faudra vérifier. Et il faudra vérifier si vraiment elle a vécu à plein temps dans ce château. Auquel cas, on peut penser qu'elle aurait pu revenir, par exemple. Donc voilà, par rapport à un scénario... Disons que par rapport à un scénario idéal de film, il y a plein de choses qui ne colleraient pas vraiment. Voilà. Comprends. Très bien. Et justement, on parle... J'ai un commentaire méchant. Non, là, moi, je suis d'accord, mais à condition d'élargir. Les histoires de lieux hantés partent souvent de l'association entre un événement dramatique et des témoignages. On a vu un fantôme, etc. Or, association au sens dramatique, je crois qu'il faut l'obtenir au sens beaucoup plus large. Pas seulement événement dramatique qui se serait déroulé sur place, mais événement dramatique en rapport avec le lieu. Or ici, il y en a bien un, c'est l'exécution de Dorothée, qui est... À 800 km d'ici. Oui, à 800 km, mais qui est un membre de la famille propriétaire du château. Voilà comment je vois, moi, l'association. Donc, ça suffit. Si on parle d'association, on sens... Oui, ça, bien sûr que ça se discute. Mais si on prend l'association dans ce sens-là, là, ça colle. En Angleterre, enfin en Grande-Bretagne plutôt, il y a le fantôme, on parle beaucoup du fantôme d'Anne Boleyn, qui était une des épouses d'Henri VIII, et les histoires concernant ce fantôme sont associées à des lieux où est passée Anne Boleyn. Et pas seulement le lieu où elle est morte tragiquement, puisqu'elle a été exécutée. Donc Dorothée, tout à fait possible, l'histoire de Dorothée ici. Le plus beau cas de fantôme de France, les fantômes du Trianon. On a vu Marie-Antoinette dans le parc du Trianon. On part sur un autre sujet. Pour moi... Elle a été décapitée aussi. Oui, non, mais ça ne s'exprime pas en termes de fantôme. Enfin, on ne va pas parler du problème du Trianon, qui est un problème vaste, magnifique. Ah oui, c'est un superbe mais cas. pour moi, ce n'est pas une histoire de fantôme, parce que qui dit fantôme... C'est une histoire de voyage dans le temps. Oui, plutôt. Ouais. Qui dit fantôme, comme ici, dit apparition de Dorothée sur un lieu lié à Dorothée. Or, dans l'histoire du Trianon, on ne sait pas si un personnage qui est vu par les deux témoins est bien Marie-Antoinette.
Donc on ne peut pas faire l'association. Tu réfléchiras à cela, ouais. Christian. Hein. Oui, Large ça, débat, ça là, se par discute. contre, hein. Mais ici, on peut dire c'est Dorothée. Elle a Et oui, sa famille. il n'y a pas eu était d'autres propriétaire cas. du château. Au Trianon, d'après le témoignage, on sait qu'elles ont vu une femme, mais elles n'ont jamais dit c'était Marie-Antoinette. Enfin, bon, d'après ce que je sais du cas, il a été retrouvé le seul portrait légitimé de Marie-Antoinette et l'une des principales témoins, donc c'était 2 Anglaises, a reconnu la personne qu'elle avait vue après coup. Après. Bon, Après, donc il y a tout un nous continuerons le débat Non, mais après. Là. En parlant de une films. émission sur les fantômes du Trianon. Voilà, exactement. Justement, en parlant de films, tu dois le savoir, Christian, au Japon, le château le plus hanté est celui de Himeji, qui a été la scène d'une effroyable histoire, je vois, de fantômes, qui inspira par la suite le terrifiant film d'horreur The Ring. Alors, je vous le conseille, car c'est un des films pour les amateurs de films d'épouvante, hein, sur une histoire vraie. Donc, on va céder le micro à Claude Cédric, qui justement parle de scénario, etc. Je sais que ton ami Jean-Jacques Debout avait écrit, c'est resté dans les tiroirs, hélas, une comédie musicale du château de Pierre-Paul Riquet. Sur Pierre-Paul Riquet, exactement. En effet, il a écrit cette comédie musicale. Et j'avais une jeune chanteuse qui s'appelle Priscilla et qui devait avoir le rôle, justement, de la petite fille de Pierre-Paul Riquet. Ah, ça c'est curieux quand même. Et je voulais l'appeler d'ailleurs tout à l'heure pour lui dire que je me trouvais là, mais je l'appellerai tout à l'heure pour le lui dire. Et c'est vrai que malheureusement, elle n'a pas voulu suivre le truc. Et puis, les finances n'ont pas suivi des producteurs. Ça a été pendant 3-4 ans pour rechercher des budgets. C'est colossal. Vous le saviez, monsieur le maire, que Jean-Jacques Debout... Pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Ça, c'est quand même curieux et c'est intéressant, ça, quand même. Ah oui. Donc, ton ressenti concernant... Alors moi, mon ressenti, justement, ce que je veux dire quand on ressent... Moi, je n'ai pas de don pour ressentir quelque chose, mais par exemple, est-ce que le visuel ne joue pas aussi? C'est-à-dire, je suis rentré dans cette pièce... Bon, moi j'aime, donc je ressens quelque chose. Mais dès que je suis rentré dans la pièce à côté, je crois que c'est là où dormait Mademoiselle Fournier. Oui. Quand je suis rentré à côté, j'ai ressenti un truc, mais j'ai regardé pourquoi, ce dallage de pierre avec complètement... Et là, comme si ça réfléchissait, on ressent quelque chose, on ressent l'histoire. C'est un dallage d'époque. Alors donc le visuel joue beaucoup. Tout à fait. Cette pièce, elle est authentique. Le dallage est d'époque. Les impostes en bois sur les murs sont des commandes qu'a passé Riquet à l'époque. Ouais. Ça date vraiment du XVIIe. Ah oui, c'est ça. J'ai vu 17e. Et là, tout de suite, j'ai été imprégné, j'ai ressenti un truc. Donc, mais c'est le visuel. La même chose s'il y avait eu un plancher par-dessus. Et pourtant, c'était la même pièce, mais je ne l'aurais pas ressenti. Parce que là, on sent, il s'est passé, tous les gens qui ont marché là-dessus... Et oui, voilà. C'est extraordinaire. Ça. Le plancher a été refait ici. Le plancher, on a fait restaurer le plancher, oui. Parce qu'il était à protéger, parce que bon, il y a quand même pas mal de passages avec toutes les visites que l'on fait. Et voilà, il a été restauré. Il y avait une partie du plancher qui avait brûlé, qu'on a restauré. La télé de l'ancienne propriétaire avait implosé, et ça avait commencé à mettre le feu au plancher. Ah d'accord. Le château a été sauvé. Le château. Oui, il faut le dire. Donc. Nous allons laisser la parole, et après on va passer bien sûr du côté droit là, de la table, à notre artiste. Alors moi, et on te félicite de l'interprétation, bien sûr, de Claude Nougaro au Toulouse. Ce fut un plaisir, tu le sais. Moi j'ai une petite histoire qui m'a marqué étant petit. Je devais avoir 10 ans, et le boulanger de Muret, qui livrait le pain, passait tous les jours, et le week-end, le samedi, il venait me chercher à la maison et on partait à Montrégeau parce qu'il avait une ferme et on s'occupait des poules, des lapins. Ça. J'avais 10 ans, moi je me régalais. Et un jour je me lève et donc tous les week-ends c'était je pars avec eux, j'étais fou de joie de partir avec eux. Et un week-end je me lève et là j'entends non, n'y va pas. Mais je l'ai encore dans la tête cette voix. Une voix interne. N'y va pas. Et là je commence à avoir mal au ventre, pas bien.
Et ma mère qui me dit, ben, pourquoi tu y vas pas, tu adores aller là. Bon. Et ben après on a su pourquoi. Hein. Ils avaient une énorme Ford Taunus, on était 7 dedans. Et dans la descente de Montrégeau, ils ont heurté un camion par l'arrière et pratiquement tous ont été tués. Oui. Ça, c'est prémonition, voyance. Donc là, la prémonition, c'est la forme classique vraiment de la prémonition. Voilà, c'est ça. Donc je voulais savoir si ça rentrait dans toutes les recherches qu'on fait, le médium, la prémonition, le fait de ressentir quelque chose. Mais ce sont les recherches sur la voyance de manière générale. En réalité, voyance n'est pas un terme scientifique. On parle de perception extrasensorielle, c'est-à-dire d'une information qui arrive à une personne sans que ses sens interviennent. Ça, c'était d'ailleurs au départ, il y a un siècle et demi. Et puis, on s'est très vite aperçu que cette perception était indépendante de l'espace et du temps. C'est-à-dire, ça peut concerner l'avenir. Au départ, on travaillait sur la voyance en direct. Madame Irma, est-ce que je vais rencontrer un beau jeune homme? Et la voyance qui répond oui ou non. Mais ça se passait au présent. Tandis que là, il s'agit d'une information concernant un événement futur. Bon, tout ça, c'est la perception extrasensorielle. Bon, scientifiquement, jusque vers 1975, on pensait que perception extrasensorielle, guérisseur, fantôme, c'était des problèmes différents, que c'était bien cloisonné. Mais depuis qu'on s'interroge sur ce qu'on appelle l'hypothèse de non-localité de la conscience, on pense qu'elles peuvent avoir un rapport entre eux. Parce que quand par exemple, c'est pas comme un accident qu'on ressent à l'avance, mais on a un témoignage historique qui est très fort parce qu'il est extrêmement documenté, d'un pape qui décrit en direct une bataille navale. En direct. Comme s'il était un reporter sur les lieux. Sauf que la bataille navale se déroule au large de la Grèce et le pape, il est dans le jardin du Vatican. Et là, on se dit, mais si sa conscience allait jusque sur les lieux de la bataille, il la décrirait. Oui. Mais là, pour le moment, moi je parlerai de voyance, un cas classique de phénomène prémonitoire. Ou de contact angélique. Ah oui, bon, mais ça fait partie des interprétations avec des hypothèses dites transcendantes, non scientifiques. Alors on parle de mort imminente, on peut parler de vie imminente du coup? Et peut-être. Moi, dans mon livre dont on aura beaucoup parlé, je vais dire à l'éditeur de nous écouter, hein, bon, j'ai fait la promo, je dis, la question maintenant, ce n'est plus de parler de l'après-mort, mais de l'après-vie. Très bien. Et nous continuons le tour de table. Aux côtés de Stéphanie, bien, nous avons Laurent Espinosa. Alors, Laurent Espinosa, je rappelle, vous êtes coach dit intuitif. Vous donnez des conférences, auteur également de nombreux ouvrages de coaching. Ouais. Et vous avez des ressentis également. Donc, si je vous ai demandé de venir ici, c'est pour savoir votre ressenti par rapport au mur de ce château, par rapport à Dorothée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors plus précisément, en fait, moi je dis que je suis clairvoyant, en fait. Donc c'est-à-dire que j'y vois clair. Parce que coach intuitif, ça c'est l'intuition, et moi la clairvoyance, pour moi, c'est au-delà de l'intuition. Je capte de l'énergie, je capte des choses autour des gens. Dans les lieux, dans tout ça. On appelle ça aussi le clair ressenti ou la clairaudience. Et du coup, j'entends, je sais pas, vous entendez une musique là ? Oui, non, mais c'est pas de la claire je sais. audience. Ce n'est pas de la claire audience. Justement, c'est les blagues des fantômes, voilà. Et donc là, ouais, avec la clairvoyance, en fait, la clair ressenti, ben, je ressens pas mal de choses. Bon, déjà, ce que je peux vous dire ici, c'est que moi, c'est mon ressenti, en fait. Quand monsieur a dit le mot Colbert tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, poum, d'un coup, j'ai senti l'ambiance très lourde. C'est comme si mon corps pesait 200 kilos. Et depuis, en fait, je sens des présences ici. Pour moi, il y a 20-30 personnes derrière. Voilà, après. Mais ça, scientifiquement, il n'y a rien qui le prouve. On est très nombreux, alors. Ah oui, du monde. Et donc, c'est rigolo parce que quand Stéphanie a dit, tiens, ils vont faire des blagues, et que nous, on voit les verres tomber, qu'il y a l'eau qui tombe là et tout ça, ben, voilà, peut-être que, je pense que je suis un peu comme Stéphanie, je vois
les signes de ce qu'elle disait, un scientifique va dire peut-être, non, c'est tombé, il n'y a rien de spécial, quoi. Donc si le verre du professeur Lignon est tombé, c'est une force psychique d'un fantôme qui l'a fait tomber. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas scientifique. Je dis juste que je ressens des choses. En fait, ce qui est intéressant, c'est que en France et dans les pays occidentaux, en fait, en général, pour voir quelque chose, on a besoin d'y croire. Alors quand tu vas dans les vieilles tribus et dans les vieilles traditions, ils vont te dire que si tu veux voir quelque chose, il faut d'abord y croire. Et c'est des choses différentes. C'est que selon l'angle que tu vas le prendre, en fait, oui, tu peux dire scientifiquement, il n'y a rien de spécial. Ou alors, nous, le corps, mon corps, il parle. Il donne des choses comme information. Et l'information, donc, tu ressens de la présence. Je ressens la présence. Et pourquoi Colbert? Pourquoi Colbert? J'en sais rien. Après, voilà, moi, j'en fais pas quelque chose de sûr, tu vois. Je dis, moi, j'entends ça, mon corps, il l'exprime. Après, c'est là où, si jamais on fait, comme on a parlé tout à l'heure avec monsieur Lignon, professeur Lignon, si on fait une étude scientifique, peut-être que là, il va falloir le creuser. Peut-être que là, ma clairvoyance, elle va continuer, on va aller chercher. Pourquoi? J'en sais rien. Et moi, je m'en sers dans mon métier, justement, la clairvoyance, parce que elle me donne des informations que le verbal ne donne pas. Bon, et après, j'en ai parlé tout à l'heure à monsieur Lignon, tout à l'heure, justement, que je l'avais rencontré quand j'avais 21, 22 ans, mais lui, il s'en rappelle pas. Parce que c'était un moment où il était très connu, et moi, je tirais les cartes à ce moment-là. Il est très connu. Il est toujours connu. Mais à ce moment-là, il était très connu aussi, très pris. Moi, je suis allé le voir parce que je tirais les cartes, et on se connaissait aussi comme ça, Claude Cédric et Georges. Je tirais les cartes, et il y a des choses quand même qui se passaient, vraiment. J'ai fait les cartes, j'ai fait la voyance pendant des années, et il y a des choses qui se passaient pas. Donc, il y a quand même quelque chose que j'ai pu, en tout cas, tester, parce que je me sens un peu scientifique, mais avec ma façon de faire. Voilà. Moi, c'est mon corps qui me donne des informations à travers le côté audio, le côté, des fois, des images qui viennent, ou le côté ressenti dans le corps. Et là, c'est du ressenti. Et il n'y a pas d'image, là. J'ai eu un ressenti, en fait, mais pareil, j'ai rien à prouver. Par contre, ce que j'ai entendu, je ne sais pas pourquoi, la Dorothée, pour moi, elle a 5 ans. Tu vois, quand vous parliez tout à l'heure, on voyait une dame âgée, je me disais, pourquoi pas, je sais pas, moi, je sentais que depuis le début, le fantôme, le Dorothée, elle a 5 ans, en fait, c'est une petite fille, en fait. Après, voilà. Voilà, on ne sait pas si à 5 ans, Dorothée a vécu dans ces lieux. Si. Ah oui. Oui, il a vécu là. Oui. Ah, donc... Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite fille qui est décédée à 5 ans? Est-ce qu'elle avait 5 ans? Je ne sais pas. Est-ce qu'on sait... J'aimerais qu'on passe le micro. Il va se présenter lui-même. Je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Mais c'est pas grave. Et puis c'est vrai qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Donc je m'appelle Hervé Montana. Moi je suis magicien. Je fais ce métier depuis 47 ans. Donc ça fait une petite paille. Et je suis passionné de paranormal. D'ailleurs j'ai monté maintenant un spectacle sur le paranormal. Ça s'appelle d'ailleurs Paranormal ou pas. Je suis un magicien. C'est-à-dire que ce que je fais c'est du music-hall. Mais j'essaye de reproduire des effets existants ou soi-disant existants. Mais ce qui m'amène le plus ici, j'ai une question que peut-être le professeur pourra me donner un genre d'explication. Moi, j'ai vécu la chose suivante. J'étais dans une grande maison où j'habitais, une maison qui n'a pas spécialement une histoire abominable ni rien. C'était amusant. En plus, il y a eu une grande extension qui a été très neuve. Et pendant quelque temps, j'avais l'impression d'être observé. Et chaque fois que je me retournais, comme si quelqu'un disparaissait, se cachait derrière un arbre ou quelque chose. Puis ça a duré, mais ça ne me gênait absolument pas, ni ça ne me mettait pas mal à l'aise. C'était même assez agréable. Et puis un jour, j'étais dans mon petit atelier, j'adore bricoler, j'avais mon établi, et puis à un moment, j'ai senti que j'étais observé. Je me suis retourné et j'ai vu une personne, un monsieur. Il devait avoir à peu près 40, 45 ans, brun, je le revois, mais je l'ai vu comme je vous vois. Il ne s'est rien passé, on ne s'est rien dit, on s'est regardé, ça a été très agréable. Et puis, ça s'est estompé. Ce jour-là, ça a été fini. Je n'ai absolument aucune explication. J'ai essayé de voir sur des photos si cette personne me rappelait quelqu'un. Personne. Vous habitez cette maison, les anciens... Non, parce que c'est... Non, du tout. Rien à voir avec personne. Et c'est un truc qui est resté comme ça. Mais ça a été très agréable, mais je n'ai absolument pas d'explication. En plus, je n'étais pas dans un état de stress, je n'étais pas dans un état... Je ne suis pas stressé d'ailleurs de nature, mais enfin, il n'y avait rien qui
qui me mettait dans cette chose-là. Et après, il y a une dernière chose que j'aimerais dire j'ai écouté bien sûr avec beaucoup d'attention tout ce que vous avez dit, professeur, et quand vous parliez de la conscience, et moi j'ai une image qu'un jour un père missionnaire, en 2 mots, m'a expliqué par rapport à la mort, et j'ai trouvé ça très joli par rapport à la conscience. On imagine un ballon de baudruche que l'on a gonflé. Il est beau, il est tendu, on l'explose, ça y est, il est tout mort, l'enveloppe est fatiguée, mais l'air qu'il y avait à l'intérieur, il est toujours là. Alors est-ce que ce qui anime notre enveloppe, c'est pareil? Se dilue. Il se dilue peut-être, je ne sais pas. Ne garde pas ça. Oui, mais il est là. Il est là. Il est là. Il est présent. Alors, par rapport à cette aventure que j'ai eue, bien écoutez, je ne sais pas, moi je suis... Avant de vous répondre, je voudrais revenir. Oui, avec tout à fait. Moi, je crois que c'est très intéressant, parce que dans tout ce que nous avons dit à propos de Dorothée, nous n'avons jamais, à aucun moment, parlé de Dorothée enfant. Or, par contre, on a dit, elle a été arrêtée ici, elle a été emmenée à Paris. Donc, il apparaît comme fortement probable que si elle a passé un moment important de sa vie ici, c'était dans son enfance. Or ça, nous ne l'avons dit à aucun moment. C'est une information qui n'a été sortie par personne. Je veux dire, pardon, dans l'écriture de Jean-Jacques Debout, je vous ai dit tout à l'heure qu'il voulait une petite chanteuse que j'avais, Priscilla, qui était enfant, ado, et donc dans l'écriture, c'est une enfant. Mais ça, je l'ai dit tout à l'heure. Là, c'était pas sorti à aucun moment. Si, c'est dans mon livre. Quand le chapitre sur Dorothée, non, mais que je donne une description des lieux, il y a une phrase où je dis où Dorothée jouait probablement enfant. Parce que c'est vraisemblable. Mais c'est vraisemblable quand on réfléchit à l'histoire, quand on s'y penche, quand on gamberge parce qu'on va l'écrire. Ça n'a été dit à aucun moment. Et c'est là où la conscience, comme on disait, elle peut revenir, peut-être, éventuellement, bien sûr, je sais à pas. l'âge de 5 ans. Voilà, En tout cas, c'est une information qui n'a pas circulé. Dorothée présente ici, surtout enfant. Et après, si, on a dit, à Toulouse, dans le quartier Saint-Étienne. Mais le quartier Saint-Étienne, c'est pas ici. Hein? Bon, alors, vous, ça peut être de la voyance. On va mettre aussi, tout à l'heure, on parlait de l'hypothèse de la voyance sur la liste. Là, je disais, elle y est très fortement. Je dirais, je la mettrai sur la liste, mais avec moins d'insistance. Parce que ça peut être effectivement la perception de la présence de quelqu'un, une fois de plus, associé au lieu. Un des problèmes qu'on a pour l'étude de la voyance, c'est qu'il y a d'une part l'information qui arrive dans la tête de quelqu'un, et d'autre part la manière dont ce quelqu'un traduit l'information. Il la transcrit. Donc il se peut que par voyance, parce que la voyance ça va tous azimuts, on a des informations, il est extrêmement possible, et même certains de mes collègues diraient probable, que par exemple on fait de la voyance quand on retrouve brusquement un objet perdu chez soi. On ne sait pas où il est, et on n'a pas de raison de le retrouver à cet endroit, mais on le retrouve. Que c'est une forme certains interpellent Saint-Antoine de Padoue. Oui, que c'est une forme de voyance au quotidien. Donc c'est tellement ectoplasmique, si j'ose dire, la voyance, qu'il se peut que des tas d'informations nous arrivent extrasensoriellement, c'est-à-dire sans que nos sens interviennent, mais après, une fois que nous l'avons, l'information, il faut la dire. Et on l'a dit, en traduisant, j'ai eu l'impression de la présence d'une personne. Moi, un des plus beaux cas de voyance que j'ai étudié, c'est celui d'une dame qui m'a téléphoné l'avant-veille des événements à propos d'éruptions volcaniques en Colombie, où une petite fille s'est noyée dans la boue, et ça a été filmé, tout le monde doit s'en souvenir, le monde entier. Mais cette dame, les événements se sont passés mardi, mercredi, elle m'a téléphoné le dimanche pour dire « je vois une petite fille qui se noie dans la boue ». Ça paraît relativement banal parce que c'est un accident dont sont victimes de nombreux enfants dans le monde, mais elle a ajouté « et j'ai la sensation que le monde entier la regarde ». Et c'est ça qui, le mercredi,
s'est révélé significatif. Mais elle ne m'a pas dit explosion volcanique en Colombie, petite fille qui se noie, on la filme, on n'arrive pas à la sauver, etc. Elle m'a dit, j'ai l'impression que le monde entier la regarde. C'est bien ce qui s'est produit. Donc elle a trouvé cette phrase, j'ai l'impression que le monde entier la regarde, pour dire ce qui lui arrivait. Elle voyait ça, mais il fallait trouver des mots. Et elle a trouvé ces mots-là, qui n'étaient pas décrire vraiment la situation. De même, il y a un autre cas de voyance qui est extrêmement célèbre, sur lequel moi aussi j'ai personnellement beaucoup travaillé, c'est le naufrage du Titanic. Il y a un gars qui a raconté le naufrage du Titanic 14 ans à l'avance dans un roman, mais avec un luxe de détails inimaginable. Et des détails qui ne sont pas connus même dans la presse. Par exemple, savez-vous qu'en réalité, il y avait 2 orchestres sur le Titanic? Bon, tout le monde parle de l'orchestre qui jouait plus près de toi, mon Dieu, etc. Il y avait 2 orchestres, et 14 ans avant, il le dit. Savez-vous que le naufrage du Titanic est dû à une erreur de manœuvre de l'officier de bord, qui n'a pas respecté les consignes, ce qu'on lui apprenait à l'école. Or, dans le roman, il y a effectivement cette erreur qu'aucun officier ne commettait jamais. Elle est dans le roman, 14 ans. Hein, l'erreur, pour les curieux, c'est que la consigne, c'était, en présence d'un iceberg, c'était de foncer dedans. Parce que l'avant du bateau s'écrasait, mais le bateau continuait de flotter, et on pouvait gagner un port. C'était aussi bête que ça. Il y a un iceberg, vous pouvez pas aller, vous le voyez en plein, mais vous foncez dedans. Il fallait surtout pas manœuvrer pour essayer de l'éviter, parce qu'on risquait, c'est ce qui s'est produit pour le Titanic, de déchirer la coque. Et donc là, l'officier a essayé de manœuvrer, a dit à bâbord toute, et c'est là que la coque s'est déchirée. Or, cet accident-là, cette erreur, elle ne s'est produite qu'une fois dans l'histoire maritime, entre 1850 et 1970, qui est l'époque de la fin des grandes traversées. Et la seule fois, c'est le Titanic. Le naufrage 1912, le roman 1898. Formidable. J'aurais une petite question, excusez-moi, à vous deux, puisque vous avez des ressentis. Moi, quand je suis arrivé dans la pièce, il y a une chose qui m'a attiré, et je ne sais pas pourquoi, c'est la malle. Alors, est-ce que cette malle, elle fait partie, elle a été ici depuis peu de temps en déco, ou est-ce qu'elle faisait partie de quelque chose? Voilà. Je ne sais pas pourquoi, cette malle m'a attiré. En fait, les héritiers ont amené tout ce qu'ils avaient amené et nous ont laissé très très peu de choses. Donc cette malle ne faisait pas partie de l'héritage Riquet. Donc elle est là. Elle est là parce qu'en fait, on nous donne beaucoup de meubles, beaucoup de personnes. Ce qui nous permet de demander si vous aviez senti quelque chose. Et là, le sceptique dirait... Un illusionniste, quand il voit une malle, ne peut penser qu'à un des tours les plus célèbres du répertoire de l'illusionnisme. Non, mais je fais le sceptique toujours pour bien dire que il faut l'hypothèse paranormale, c'est le vocabulaire scientifique, existe, mais il ne faut surtout pas se précipiter pour la privilégier. Ouais, mais justement, je peux avoir une réponse par rapport à ça, de mon expérience à moi. Des fois, quand je suis attiré comme ça, c'est qu'il peut y avoir une présence aussi qui est là et en fait, elle vous appelle, quoi. Si on croit à ça, bien sûr. Mais ça peut juste que vous arrivez à percevoir l'invisible. Voilà. Mais après, c'est pas scientifique du tout. Par contre, si je raisonne comme un scientifique par rapport au Titanic, je me dis que le mec qui a fait couler, peut-être qu'il a lu le livre. Il a lu le livre 12 ans avant. Enfin voilà, c'était une blague. C'était mon scientifique. Absolument. Oui, une question, une dernière, parce que nous arrivons au terme de cette émission. Bon, on fera une émission sur ce livre où je démonterai les arguments fallacieusement sceptiques qui viennent d'être avancés. En tout cas, on vous remercie, Herbé. Non, moi c'était juste savoir par rapport à ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez discuté avec la personne et est-ce que vous avez... Non, vous n'avez pas discuté. Un échange de regards qui a duré, c'est difficile à dire, peut-être 15 secondes, 20 secondes. D'accord. J'ai vu comme je vous vois. D'accord. On est resté comme ça, se regarder. Il y a eu un échange qui était très intense. Et puis,
Il s'est estompé, c'était terminé. Et comme je dis bien, c'est que cette personne, j'ai essayé à qui elle pouvait correspondre. Est-ce que c'était quelqu'un que j'allais plus voir? Est-ce que c'était quelqu'un qui était décédé? Je pensais que vous alliez discuter. Pas du tout, non, pas rien. du tout. Il y avait quelque chose, mais alors en de... ressenti de bien-être, j'étais vraiment dans un état, Ça, c'est bon. comme on dit, waouh. Très intéressant. Dernière question. Tour de table. Dernière question. Ben, la dernière question, ça va être pour vous, monsieur le maire. Hein. Vous nous avez si gentiment reçus. Alors moi, je vais être direct. Est-ce que vous croyez véritablement aux fantômes de Dorothée? Et plus largement, est-ce que vous croyez aux phénomènes paranormaux? Alors ça, c'est une vaste question. Moi, je suis plutôt aussi scientifique. Croire aux fantômes, pour l'instant, non. Mais je me suis engagé devant vous à passer une nuit pour en avoir le cœur net. Donc ça, je m'engage et je le ferai. Et je vous tiendrai au courant un peu de mon ressenti. Maintenant, je pense qu'il nous reste encore pas mal de choses à élucider, à continuer à découvrir. Et on a, ce que disait le professeur, là, moi j'ai une mère qui enlevait les insolations à distance. Et moi, à chaque fois, je me suis dit, c'est parce qu'on est au courant, on y pense, et donc ça joue. Et je me rappelle un jour mon beau-frère qui avait une insolation carabinée, et je dis à mon épouse, on ne va rien lui dire, je vais appeler ma mère pour qu'elle lui enlève l'insolation. Et un quart d'heure après, ou une demi-heure après, mon beau-frère joue au ballon dans le jardin, comme si de rien ne s'était passé. Alors, il n'était pas au courant qu'on appelle. Donc, je pense qu'il nous reste encore pas mal de choses. Le cerveau humain est... complexe. On utilise quoi, 10% de nos capacités du cerveau. On le dit. On le dit, donc je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Absolument. Totalement. Votre mot de conclusion, Yves? Eh bien, qu'il nous reste à faire, entre autres, une émission sur ce qu'on appelle improprement, à mon avis, les fantômes du Trianon. Une autre sur la... Ah ben bien sûr, alors là, ça va gueuler. Hein. Une autre sur le Titanic. Une autre sur les guérisseurs. Bon, ben on a du programme. On a du programme en prévision pour 2023. Bon, les trois sujets que je viens de citer, Georges, ce ne sont pas ceux auxquels je pensais pour le prochain trimestre. Ah. Il y en a 3 autres. Au mois d'octobre, il y a Halloween également. C'est une émission aussi peut-être intéressante. Bon, alors il va falloir faire Halloween. Donc nous avons déjà 7 sujets d'émission. Les 3 que j'ai dans mon cahier. En prévision. Sur les prophéties et tout ça. Les 3 dont nous venons de parler et Halloween. Juste une question en ARB là. Concernant votre spectacle. Est-ce que vous donnez sensation au public que ce que vous faites c'est du trucage ou alors ça laisse penser que peut-être vous avez des pouvoirs surnaturels? Non, j'explique c'est bien. C'est clair, net et précis. J'explique que je suis magicien, mais cependant, malgré l'explication, il m'est arrivé des aventures, notamment à un gala où une personne est venue me voir en me disant « Bon, je sais que ce que vous faites, mais bon, moi je fais des rêves prémonitoires et tout, et j'étais à tel endroit et tout ça, et vous qui êtes initié, il faut que vous m'expliquiez pourquoi. » Mais je dis « Non, moi ce que je fais, il y a une explication que je ne vous donnerai pas, mais il y a un truc. Pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Mais c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas, je suis illusionniste. » Et elle est partie fâchée. Pourtant, j'ai insisté. Donc, l'être humain a besoin d'une part de rêve. Ça, c'est important. Bien sûr. Stéphanie, un dernier mot? Non, mais je voulais vous remercier de nous avoir ouvert vos portes. Avec grand plaisir. Parce que je n'étais jamais rentrée dans ce château et c'est vrai qu'il y a... Il y a une charge émotionnelle. Et de terreur aussi. Enfin, c'est quand même c'est assez lourd, enfin, surtout à côté. Et il y a plusieurs époques, en fait. Et donc, merci beaucoup pour cette expérience. Eh bien, merci à vous, monsieur le maire. Si vous me permettez, quand on parlait des personnes de l'histoire du château, il faut savoir qu'au XVIIIe, Adam Smith est venu séjourner au château, grand économiste très connu, et que Riquet a logé pendant pas mal de temps Antonio Verrio, qui est un célèbre peintre du XVIIe, qui a fait donc des peintures au château. Et il est alors un peu plus connu aujourd'hui au château de Windsor, parce qu'il a fait toutes les peintures du château de Windsor, mais donc il a séjourné ici. Référence.
Ça a été un haut lieu de la recherche astronomique. Vous aviez un observatoire au-dessus, où Jacques Vidal, qui est un astronome du 18e, a fait des observations sur le pic du Midi, sur Neptune. Il y a beaucoup d'histoires. Et moi, j'engage les personnes qui nous écoutent à venir découvrir ce domaine, parce que vous avez donc le château, qui est chargé, beaucoup d'histoires, mais c'est aussi tout ce qu'il y a à découvrir dans le parc, qui est assez fantastique. Les visites guidées. Visites guidées de presque 2 heures, parce que le parc fait 28 hectares et vous avez des bâtiments exceptionnels que l'on restaure progressivement. Et je crois que toutes les personnes qui visitent en sont enchantées. C'est vraiment un lieu à découvrir dans notre secteur. De l'événementiel également de l'événementiel bientôt, puisqu'on a l'orangerie du château, qui est une des plus belles de tout le sud-ouest, qui est en fin de restauration. Elle devrait être opérationnelle début novembre. Et on a un week-end des plantes début novembre où je pense que les visiteurs pourront découvrir l'orangerie terminée. Et je crois savoir qu'il y a une soirée spéciale Halloween au château, non? Alors on a des jeunes qui veulent organiser un escape game pour Halloween. Oui, d'accord. 15 jours, qui aura lieu dans les sous-sols du château, dans les douves. Donc un petit peu sur le thème frayeur, voilà, frayeur assurée. L'année dernière, il y avait un escape game sur la malédiction de Riquet, de Dorothée, qui a fait venir 8000 personnes au château. 8000 personnes au château. 8000 personnes qui ne connaissaient pas. Donc ça, pour nous, c'est un gros coup d'éclairage. Ça nous fait beaucoup de publicité, parce qu'après, c'est des personnes qui peuvent revenir avec de la famille visiter. Et progressivement, ce domaine qui avait été oublié de l'histoire renaît. Et c'est une tâche que l'on a qui est lourde pour une petite commune, mais ça fait 12 ans qu'on y travaille. Et puis vous avez une association qui fait à peu près 190 bénévoles qui œuvrent tous les mois, et voire plusieurs fois par mois, pour faire du domaine ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire visitable. Sans eux, on ne pourrait rien faire. La commune, elle fait 300 habitants. Et c'est bien de le souligner. Vraiment des bénévoles exceptionnels qui, sur la durée, nous aident énormément. Mais je vous remercie, monsieur le maire. Été très, très heureux de vous accueillir encore une fois au château. Écoutez, ça a été réciproque. De rencontrer merci. Des personnes intéressantes et brillantes. Donc, merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. De toute façon, on fera la suite à votre nuit au château. Tout à fait. Voilà. Le rendez-vous est pris. Et oui, non, mais monsieur le maire veut rester seul. Voilà, donc pour cette nuit au château, merci Stéphanie, ça a été très gentil à vous. Je remercie également ces dames, Christine, qui est l'épouse de Jean-Claude Boulet, et puis votre épouse, Herbé, qu'on salue. Merci à Chantal, qui était à la captation vidéo, mais également au reportage photo. Merci Laurent, merci Herbé. Merci Christian et Jean-Claude également. Jean-Claude, Claude Cédric et Julien Caballero de nous avoir charmés par la chanson de Claude Nougaro. Nous on garde un excellent souvenir. Merci, cher professeur. Merci, Yves. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission des Vendredis de l'étrange. Dans un mois à peu près. Dans un mois, absolument. Mais avant, on aura le plaisir, bien sûr, de monter la vidéo et puis de diffuser cette émission. Monsieur le maire, merci et on vous dit à très bientôt. Merci, chers auditeurs et auditrices. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.